Donc je remercie la filière Marie de m'avoir convié à cette réunion. Je vais vous parler aujourd'hui des gammapathies monoclonales de signification cutanée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc comme vous le savez, puisque c'est un public d'hématologistes, d'internistes et puis de dermatologues, eh bien, une gammapathie monoclonale résulte d'une production par une cellule clonale B. Et ce clone B peut être responsable d'une prolifération qui va être dérégulée, et on peut avoir une authentique maladie hématologique tumorale comme un myélome, un Waldenström ou des lymphomes non-Hodgkiniens ou une LLC. Et puis cette gammapathie monoclonale, elle peut être présente dans le sang sans aucune manifestation clinique. C'est ce qu'on appelle la MGUS. Et tout ça est finalement un spectre assez continu avec un taux de gamma-globuline qui peut augmenter progressivement et puis un taux de plasmocytes dystrophiques quand il s'agit d'un myélome augmenté. Eh bien, on sait qu'un certain nombre de patients vont avoir une gammapathie monoclonale et indépendamment de cette masse tumorale, eh bien, vont présenter un certain nombre de manifestations cliniques qui vont être multiples. Et ça, finalement, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, ce concept de clone B dangereux qui va entraîner des manifestations cliniques, qu'elles soient rénales, neurologiques ou cutanées, ce concept a émergé. Donc ça, c'était l'article un petit peu fondateur publié dans Blood en 2006, où il y avait une description finalement d'un certain nombre de manifestations cliniques associées à ces gammapathies. Et puis, ce concept s'est forgé, s'est étendu avec la naissance de ce terme de gammapathie monoclonale de signification clinique, avec un certain nombre de conséquences. L'expansion clonale du clone malin, ça c'est la maladie tumorale. Une immunoglobuline IgG ou IgM qui va être responsable de syndrome d'hyperviscosité par exemple. Et puis un certain nombre de manifestations qui vont être associées à des dérèglements du système immunitaire, donc de l'auto-immunité ou d'autres symptômes. Et enfin, une activité de la gamma-globuline qui va avoir des propriétés biologiques. Donc on va commencer par énumérer les différents mécanismes. Donc il y a des gammapathies monoclonales de signification cutanée, c'est-à-dire des gammapathies monoclonales associées à des manifestations cutanées. Et on recense différents mécanismes. Donc des mécanismes de dépôt extravasculaire d'immunoglobulines. L'archétype de cette maladie, c'est l'amylose à elle. Des dépôts vasculaires, une activité anticorps, ça on le verra un peu plus loin, une dysrégulation d'une production d'une cytokine ou d'une molécule, et enfin un certain nombre, vous le verrez, de maladies dont le mécanisme est parfaitement inconnu, la physiopathologie est largement ignorée. On va commencer par la grande maladie associée aux gammapathies monoclonales, qui est l'amylose AL, avec, on le sait, la peau qui peut vraiment être un révélateur de cette maladie, qui est touchée dans 30 à 50% des cas dans l'amylose AL. Vous connaissez tous cette grande fragilité vasculaire, qui est le purpura par fragilité capillaire de l'amylose AL. On sait que chez les malades, il peut y avoir des hématomes de grande taille, parfois même des hématomes disséquants. Il y a aussi une fragilité cutanée qui peut entraîner des bulles. Donc ça, c'est des manifestations assez fréquentes, pour en tout cas le purpura. Des dépôts muqueux avec la macroglossie, qui est relativement fréquente, avec finalement toute la sphère ORL qui peut être touchée. Les patients décrivent parfois des dysphonies, des dysphagies. Et puis ces anomalies fanériennes qui sont souvent un petit peu moins bien connues. Donc vous voyez des ongles cassants avec des stries longitudinales. Et puis cet aspect assez caractéristique qui est, qu'on pourrait qualifier de pseudo-lichénien, qui peut se retrouver chez les malades qui sont atteints d'amylose AL. On a aussi d'autres anomalies fanériennes comme l'alopécie. Et puis il y a des formes cliniques qui sont tout à fait exceptionnelles, mais que vous pourrez rencontrer si vous voyez des patients atteints d'amylose AL ou si vous faites de la médecine interne. Des formes pseudo-condylomateuses, très trompeuses en haut à gauche. Des formes sclérosantes, et je vous rappelle que dans les syndromes sclérodermiformes, l'amylose AL fait partie des causes qu'il faut évoquer. Donc ça, c'est une topographie qui est tout à fait caractéristique, qui est la topographie péribuccale. On a fréquemment une infiltration par l'amylose AL de cette zone. Et puis, vous pouvez avoir un authentique syndrome sclérodermiforme qui va toucher tout le tégument avec ce patient, vous le voyez, qui était très sévère, qui avait un signe de la prière. Vous avez des manifestations muqueuses, ça j'en ai parlé, des formes bulleuses sur la peau, mais aussi dans les muqueuses. En bas à gauche, une patiente dont la première manifestation clinique de l'amylose AL a été celle-ci. Patiente totalement asymptomatique, découverte de pics
bulle hémorragique intrabuccale douloureuse. Enfin, une entité qui est mal connue souvent, enfin qui est plutôt l'apanage des dermatologues, mais qui est l'amylose AL localisée, qui résulte de la production de gamma-pathie monoclonale et de chaînes légères, de dépôts de chaînes légères aux alentours du clone, dans la peau, mais ça peut être dans d'autres tissus. Et ça se manifeste sur le plan cutané par des papules, des nodules qui s'ulcèrent volontiers. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces amyloses-là, ces amyloses localisées, eh bien, elles sont rarement associées à des amyloses AL systémiques, donc ça n'est pas le même pronostic. On peut parfois faire des traitements instrumentaux, chirurgicaux, de la radiothérapie, et parfois on est obligé de traiter le clone. Donc ça, c'était pour l'amylose AL. Vous avez d'autres manifestations cutanées liées à des dépôts d'immunoglobulines ou de leurs fragments, des dépôts d'IgM dans ce qu'on appelle la macroglobinose cutanée de Waldenström, exceptionnelle, des papules, parfois des nodules sur les faces d'extension des membres, et vous avez des dépôts d'IgM dans le derme des patients. Et puis une présentation tout à fait exceptionnelle, ce qu'on appelle des spicules folliculaires kératosiques, et ça c'est des dépôts d'IgG le plus souvent, qui vont se mettre dans l'infundibulum folliculaire et provoquer cet aspect spinulosique et kératosique sur le visage de ce malade. Ça, c'était pour les dépôts extravasculaires. On va parler ensuite d'une maladie que vous connaissez bien, qui sont les cryoglobulinémies, et en particulier des cryoglobulinémies de type 1. Donc vous le savez, hein, ces immunoglobulines qui ont la capacité de précipiter au froid, eh bien, elles peuvent être responsables d'un grand nombre de manifestations cutanées, 50% des malades à peu près, et le grand signe de ces maladies, eh bien, c'est le purpura vasculaire. Vous le savez, les cryos de type 1, elles résultent, les conséquences cliniques de la cryo de type 1, c'est une cryoprécipitation intravasculaire. Et cette cryoprécipitation intravasculaire qui va être favorisée par le froid, eh bien, elle va donner dans les tissus, et en particulier la peau, classiquement une vasculopathie thrombosante. Et cette vasculopathie thrombosante, elle va être responsable d'un certain nombre de manifestations cliniques que sont le purpura, par dommage du vaisseau, mais aussi par ces phénomènes thrombosants, eh bien, des phénomènes de nécrose. Et ces nécroses, elles vont être principalement sur les extrémités, les orteils chez cette patiente, les oreilles. Et puis, vous pouvez également avoir des ulcérations de grande taille. Ces patients-là vont également avoir des acrosyndromes, soit un acrosyndrome au froid qui ne va pas vraiment être un rhéno, soit un authentique syndrome des rhénos. Et ils vont également avoir du livedo racemosa ou réticularis. Vous le savez, les cryos de type 1, elles sont divisées en cryos de type 1 associés aux IgM. Et on sait que les patients qui ont une cryo de type 1 IgM, qui ont de la peau, ils meurent plus. C'est un facteur indépendant de mortalité. C'est plus associé à la maladie de Waldenström et au lymphome non-hodgkinien. Et puis vous avez les formes associées aux IgG monoclonales, plutôt des MGUS ou des myélomes, et ça a vraiment une importance dans la cryo, enfin c'est vrai hein, dans toutes les cryos, que ce soit la type 1 ou la type 2, mais c'est très très important de typer l'hémopathie pour ensuite proposer un traitement adapté. Il ne faut pas oublier, notamment dans les cryos de type 1 associés aux IgM, à rechercher une maladie des agglutinines froides associées, puisque ces tableaux de nécrose des extrémités peuvent tout à fait se voir également dans une maladie des agglutinines froides, qu'elle soit ou non associée à une cryoglobulinémie de type 1. Et le traitement, il est causal. Évidemment, un patient qui a juste du purpura vasculaire sur les membres inférieurs, qui fait une poussée par an sans aucune conséquence clinique, on va pouvoir discuter bien une simple surveillance, alors qu'un patient qui va commencer à nécroser ses extrémités, on va discuter des traitements plus agressifs, des échanges plasmatiques et éventuellement un ciblage du clone, évidemment. Ça, c'est d'autres exemples de cryo de type 1. Donc, vous voyez des nécroses extrêmement sévères, des plages nécrotiques qui vont évoluer secondairement vers l'ulcération, et ce purpura, sur lequel j'attire votre attention, purpura des membres inférieurs, avec une pigmentation tout à fait caractéristique de pseudodermite ocre, qui va déborder sur les pieds. Et ça, quand vous voyez un malade qui a ça, vous pouvez même évoquer rétrospectivement, même si vous n'avez pas d'autres manifestations actives, eh bien une poussée de cryo. Donc ça, c'est vraiment un signe important à connaître. Ça, c'est le travail de Solal Belaïch, qui est un interne de médecine interne, qui n'a pas encore publié son travail, mais qui s'était intéressé à la présentation clinique des patients qui avaient une cryo de type 1 et une cryo de type 2. Et pendant longtemps, on a dit que finalement, les lésions nécrotiques étaient plutôt l'apanage des types 1
et moins des types 2. En fait, c'est un peu moins vrai, c'est un peu nuancé par son travail, même s'il y avait quand même une tendance un peu plus importante à la nécrose. Ce qu'il montrait dans son travail, c'était que la topographie vraiment des extrémités, les oreilles, une topographie du purpura qui remontait au-dessus de la ceinture, ou des ulcérations qui remontaient au-delà des zones déclives, était plus en faveur d'une cryo de type 1. Et la deuxième chose qui était intéressante dans son travail, c'est que on dit que la cryo de type 1, ça donne plutôt une vasculopathie thrombosante. La cryo de type 2, ça donne une vascularite leucocytoclasique. Eh bien, c'est pas si vrai que ça. En tout cas, dans des cryos de type 2, on peut observer des phénomènes de vasculopathie thrombosante et on peut observer de la vascularite dans les cryos de type 1. Donc, en tout cas, ce n'est pas forcément aussi discriminant que ça, même si, évidemment, dans les types 1, c'est plutôt des phénomènes de thrombose intravasculaire. Voilà pour les maladies liées à des dépôts vasculaires d'immunoglobuline. Je vais maintenant parler des maladies qui sont liées à une activité anticorps. Donc il y en a plusieurs. Ça concerne particulièrement les dermatologues. Donc il y a les xanthodermies et les xanthomes plans, qu'ils soient normolipémiques ou hyperlipémiques, ou les xanthogranulomes. Donc il y a les xanthodermies et les xanthotrichies. Xanthodermies, c'est coloration jaunâtre de tout le tégument. Xanthotrichie, c'est coloration des cheveux ou d'une partie des cheveux. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'était une vieille publication du NEJM qui montrait qu'il y avait une activité de l'anticorps dirigée contre la riboflavine. Mais ce que vous allez voir plus fréquemment, que vous soyez hématologue, interniste ou dermatologue, c'est ça. C'est des xanthomes plans qui vont principalement siéger au pourtour des yeux, sur les paupières supérieures, mais qui vont parfois déborder de ces zones-là, la région cervicale, le tronc, avec vraiment des macules de grande taille jaunâtre. Et puis vous avez une autre maladie qu'on appelle le xanthogranulome nécrobiotique, qui là, cette fois-ci, va donner des lésions qui vont être plus papuleuses, papulonodulaires, parfois même ulcérées, qui vont siéger également sur les régions périorbitaires. Hein. Donc, vous savez, hein, l'amylose, c'est sur les paupières supérieures. Donc, c'est vraiment les xanthogranulomes nécrobiotiques et les xanthomes plans, c'est également sur cette zone. Donc, c'est vraiment une zone à regarder chez vos malades qui ont des gammapathies. Et en tout cas, la symptomatologie va être volontiers plus bruyante que dans les xanthomes plans. Et ces malades-là vont pouvoir faire des lésions à distance, hein, avec parfois des lésions largement disséminées. Le xanthogranulome nécrobiotique, ça appartient au groupe des histiocytoses non langerhans, du groupe C, mais qui ne sont pas liées à une activation de la voie des MAP kinases, dont vous parlera tout à l'heure François Chasset. Et ça, on sait que c'est une activité de la gamma-pathie monoclonale contre des lipoprotéines. Et il y a vraiment une activité anticorps qui peut se quantifier par la consommation du complément. Il y a une consommation du complément. Histologiquement, vous avez des histiocytes spumeux dans les xanthomes plans. Et puis, dans le xanthogranulome nécrobiotique, vous avez du granulome, des histiocytes spumeux, et puis ces cellules géantes dites cellules de Touton. Il peut y avoir des gammapathies monoclonales isolées, le plus souvent, mais il y a des myélomes, et vous voyez un myélome multiple dans 14% des cas dans le xanthogranulome nécrobiotique. La région périorbitaire, je vous le disais, elle est très souvent touchée, et l'œil est souvent touché. Il peut y avoir des conjonctivites, il peut y avoir des sclérites, des uvéites, et même parfois une perforation de la cornée. Donc c'est des atteintes qui ne sont pas rares, et c'est d'ailleurs l'atteinte cutanée la plus fréquente dans le xanthogranulome nécrobiotique. Les petits signes cliniques qui peuvent vous aider, parce que quand vous voyez ça, ces lésions papuleuses jaune-orangées autour des yeux, c'est très difficile de le différencier d'un xanthogranulome, d'une histiocytose qui serait liée à une activation de la voie des MAP kinases. La consommation du complément et la baisse de la 25-OH vitamine D, c'est des petites choses qui peuvent éventuellement vous aider sur le plan biologique. Il y a des formes cliniques particulières, des formes ulcérées, exceptionnelles, mais il faut quand même y penser. Hein. Vous voyez la coloration jaune-orangée tout à fait caractéristique. Et puis ces formes oculaires dont je vous ai parlé. Et enfin, il y a parfois, c'est des formes exceptionnelles, mais on en a eu à Saint-Louis, hein, c'est des formes extracutanées, et donc il peut y avoir des atteintes hépatiques, notamment des hypertensions portales non cirrhotiques, on a eu encore le cas récemment, des atteintes pulmonaires, des atteintes cardiaques. Donc c'est quand vous avez un xanthogranulome nécrobiotique, il faut savoir rechercher les atteintes profondes. Et donc un PET-TDM, quand vous avez des formes très profuses, peut tout à fait se justifier. Le traitement, là je dirais qu'on est vraiment dans le cœur du sujet.
En dermatologie, on est toujours entre deux, c'est-à-dire que est-ce que ça nécessite un traitement lourd pour le patient? Enfin, il y a vraiment la balance risque-bénéfice rentre en jeu. Le pronostic vital n'est pas toujours engagé. Parfois, c'est juste un pronostic esthétique. Et donc, la réponse, elle est vraiment graduée. Quand vous avez un petit xanthome périorbitaire, le patient peut-être ne l'a même pas remarqué. Il ne faut évidemment pas se lancer dans des thérapeutiques délirantes de type je vais traiter le clone avec du DARA, du Revlimid et de la dexaméthasone. Mais quand vous avez des formes de xanthogranules nécrobiotiques qui sont très tumorales, qui vont s'ulcérer, qui vont donner des manifestations ophtalmologiques, évidemment, on va proposer des traitements un petit peu plus lourds. Donc quand c'est purement cutané, on peut proposer du laser, notamment quand c'est dans la région périorbitaire, on peut proposer de la chirurgie. Quand c'est plus disséminé ou que ça gêne énormément les malades, les immunoglobulines intraveineuses peuvent être efficaces. Et d'ailleurs, c'est probablement un des traitements dont l'efficacité est la plus souvent rapportée dans la littérature, même si probablement cet effet-là, il est long et que, également, même si ce n'est pas encore publié, mais il faut probablement traiter assez tôt les malades, sinon il y a des conséquences cicatricielles. Et donc si vous ne traitez pas avant que le malade arrive à ce stade-là, au milieu de la diapo, eh bien vous risquez d'avoir des séquelles irréversibles. Donc en tout cas, les immunoglobulines intraveineuses peuvent se proposer, mais ça se discute bien sûr au cas par cas. Et dans des formes tout à fait disséminées ou réfractaires aux IGIV ou systémiques, eh bien on peut être amené à traiter le clone indépendamment de la maladie hématologique. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on traite des patients qui ont une gammapathie monoclonale sans myélome, par exemple. Voilà pour le xanthome plan et xanthogranulome nécrobiotique. Vous avez une autre problématique qui sont les angioœdèmes acquis. Donc vous connaissez tous l'angioœdème acquis aux IEC, hein, une maladie qui n'est pas si exceptionnelle que ça, qui peut donner de l'angioœdème de la langue, de toute la sphère oro-pharyngée, qui peut d'ailleurs se terminer de manière dramatique. Mais il y a aussi d'autres causes qu'il faut évoquer chez des patients volontiers âgés, d'angioœdème acquis sans facteur déclenchant médicamenteux. Et on sait qu'il y a un certain nombre de gammapathies monoclonales qui peuvent avoir une activité dirigée contre le C1 inhibiteur. Et ça s'observe surtout dans les lymphomes non-hodgkiniens ou des gammapathies monoclonales isolées. Mais en tout cas, voilà, dans une série de Delphine Gobert qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine, elle avait repris une série d'une centaine de malades et elle avait montré qu'il y avait quand même 15% des patients qui allaient en réanimation. Donc c'est vraiment un diagnostic à ne pas méconnaître. Et donc ça doit faire partie de votre panel étiologique dans les angioœdèmes acquis. Le traitement, il est essentiellement symptomatique au moment de la crise et ensuite il est étiologique. Et là encore, la caractérisation précise de l'hémopathie, et ça c'est des papiers récents, mais il faut absolument voir si on est dans un cas de clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire ou lymphocytaire. Donc, et ça va conditionner le traitement. Donc vraiment adapté à l'hémopathie ou à la gammapathie sous-jacente. Alors ça, j'aurais pu le mettre dans les manifestations intravasculaires liées aux gammapathies monoclonales, mais vous avez une maladie qui est bien connue des hématos, des internistes, qui donne des anémies hémolytiques auto-immunes. La maladie des agglutinines froides, elle peut se manifester par des nécroses des extrémités et elle peut en tout point mimer une cryoglobulinémie de type 1 et vous l'avez vu tout à l'heure, elle peut même s'y associer. Donc quand vous avez un tableau de nécrose des extrémités comme ça, il faut évidemment être inquiet, il faut évoquer un syndrome catastrophique des antiphospholipides, il faut évoquer une cryo de type 1, une maladie des agglutinines froides ou une cryofibrinogenémie, je vais y arriver. Mais ça, c'est vraiment les diagnostics hémato qu'il faut évoquer. C'est une immunoglobuline monoclonale IgM qui est dirigée contre un antigène du globule rouge. Donc vraiment le grand simulateur, en tout cas, vraiment le diagnostic différentiel de la cryo de type 1. Vous l'avez vu, du Livedo et du Rémi. On va ensuite passer aux maladies liées à une dysrégulation d'une production d'une cytokine. Grande maladie bien connue de vous tous, le POMS. Dans le POMS, à la fin, il y a S, et S, c'est Skin Change. Vous le savez, des manifestations cutanées et systémiques qui peuvent être associées à une surproduction de VEGF. Et les signes cutanés, ils sont bien connus. Je vais vous les énumérer. Les angiomes gloméruloïdes, qui peuvent être présents chez les malades.
l'hypertrichose. Vous pouvez également avoir une mélanodermie, une fonte des boules de Bichat, des ongles blancs et un syndrome sclérodermiforme. Donc ça fait partie vraiment du panel des signes cutanés du POMS. Et donc, vous pouvez être amené à évoquer ce diagnostic dans tout un tas de circonstances. Et vous voyez ça, je vous ai remis les séries. Vous voyez, il y a des différences entre les différents symptômes cutanés qui peuvent être observés selon les séries. Assez mal connu, notamment les syndromes sclérodermiformes associés au POMS, pas très bien décrits dans la littérature. Vous avez une autre maladie, qui est le syndrome de Schnitzer, qui a été décrit par Lilian Schnitzer en 1972, qui était dermatologue, et qui a décrit des tableaux de syndrome auto-inflammatoire acquis chez des patients plutôt âgés qui présentaient de la fièvre, une polynucléose neutrophile, une CRP élevée, une éruption cutanée qualifiée d'urticarienne, de pseudo-urticarienne. Pseudo-urticarienne parce que ce sont des lésions qui sont finalement parfois assez peu prurigineuses, qui vont rester assez fixes dans le temps, volontiers 24-48 heures. Donc on n'est pas dans une sémiologie classique d'urticaire banal, migrateur, prurigineux et fugace. Et ces patients-là vont avoir une gammapathie monoclonale IgM le plus souvent et un cortège de signes qui vont être de la fatigue, de l'asthénie, des douleurs osseuses, parfois des douleurs articulaires. Et ces ostéocondensations osseuses. Ça, on sait que c'est une maladie qui est très liée à une surproduction d'IL1, en tout cas une activation de l'IL1. Il y a rarement l'association à une hémopathie. On sait maintenant que l'anakinra, donc un inhibiteur de l'IL1, eh bien, va être extrêmement efficace chez ces malades. Et c'est presque un test diagnostique. Quand vous évoquez ce diagnostic, que vous l'avez confirmé éventuellement histologiquement, ou en tout cas vous avez une histologie compatible, vous voyez qu'il y a des neutrophiles dans la peau, je vais y revenir. Vous mettez de l'anakinra, les patients répondent en 24-48 heures. Et finalement, dans cette maladie-là, on est rarement obligé de traiter la gammapathie monoclonale sous-jacente. Donc, c'est des patients qui ont une IgM, qu'on va surveiller régulièrement et ne vont pas forcément progresser vers une hémopathie. L'histologie du syndrome de Schnitzer, c'est ça, c'est de la dermatose urticarienne neutrophilique, donc c'est des neutrophiles dans le derme, et c'est ce qu'on observe dans d'autres syndromes auto-inflammatoires que sont la maladie de Steele, c'est exactement la même histologie, et les cryopyrinopathies. Donc l'anatomopathologiste, quand vous lui envoyez la biopsie, il ne peut pas, s'il n'a pas de renseignement clinique, différencier ces trois pathologies. Ça, c'est l'histologie du Schnitzer. Les formes réfractaires à l'anakinra, elles sont exceptionnelles. Elles existent. Donc il y a quelques cas dans la littérature de formes réfractaires avec des cas traités par du TOSI, donc il y a peut-être un peu un rôle de l'IL6. Et le ciblage du clone, il est exceptionnel. Sauf quand, évidemment, il y a une maladie hématologique qui requiert ce traitement-là. Et on sait d'expérience, avant l'anakinra, que c'était des patients qui étaient fortement corticodépendants, qui avaient des hauts seuils de corticodépendance. Il y a eu, j'en ai pas parlé, mais il y a une exploration des gènes de l'auto-inflammation dans cette maladie, et on n'a pas retrouvé, alors si ce n'est quelques cas de mutation hétérozygote de NLRP3, mais en tout cas, il n'y a pas de gène de l'auto-inflammation identifié dans cette maladie à ce jour. On va passer à une rareté, qui est encore plus rareté que tout ce que je viens de vous citer, parce qu'on est dans les raretés. Le syndrome TEMPI, qui est lié à une surproduction de PO, et ça donne des télangiectasies éruptives. Ça donne, c'est associé à une gammapathie monoclonale. Ça donne une polyglobulie, par la présence de l'EPO. Ça donne des collections périrénales et ça donne des chintes intrapulmonaires. Bon, ça ne court pas les rues, il y a 40 cas décrits, mais sachez en tout cas, et je parle particulièrement pour les dermatologues, pour les dermatologues, ça doit rentrer dans votre liste des télangiectasies éruptives. Et puis pour les hématologues et internistes, ça doit rentrer dans votre liste de causes de polyglobulie acquises de l'adulte. On en sait assez peu sur cette maladie. On peut faire des saignées éventuellement pour traiter la polyglobulie. Et puis, il y a quelques papiers qui sont sortis qui disent que il semblerait que traiter le clone dans cette maladie permet d'améliorer les malades. Notamment, il y avait une publication dans le NEJM, je crois, l'année dernière. Voilà pour les maladies liées à une dysrégulation cytokinique. Et enfin, il y a beaucoup de maladies dont on ne comprend pas la cause. Le mécanisme est, pour le coup, totalement inconnu.
Donc je vais commencer par un grand groupe de maladies qu'on appelle les mucinoses. Donc c'est des maladies de dépôt qui sont liées de surcharge, pardon, qui sont liées à de la mucine, qui sont des glycosaminoglycanes qui vont se déposer dans les tissus. Et ces mucinoses, il y en a une qui est très bien connue, qui est le scléromyxodème, qui s'associe au gamma-pathie monoclonal dans plus de 90 voire même 95% des cas, et qui va donner ces manifestations cliniques-là, qui sont des papules blanchâtres qui vont siéger sur le dos des mains, les régions auriculaires et rétro-auriculaires, la glabelle, le front, qui vont donner une infiltration du visage, on appelle le faciès léonin, et puis ces malades-là vont avoir un syndrome sclérodermiforme. Quand on les biopsie, on trouve d'abondants dépôts de mucine dans la peau, on trouve une prolifération fibroblastique et on trouve des phénomènes de fibrose. Et ça, c'est une maladie qui est très souvent associée, je vous l'ai dit, à un pic monoclonal. Il y a rarement, en tout cas au diagnostic, une hémopathie. Souvent, c'est juste des patients qui ont une gammapathie monoclonale isolée. Et ils vont avoir des manifestations systémiques. Polyarthralgie, syndrome canalaire, polyneuropathie. Et puis, ce qui fait la gravité de la maladie, c'est ça, c'est les atteintes neurologiques centrales, ce qu'on appelle le dermatoneurosyndrome. C'est une encéphalopathie aiguë totalement idiopathique qui va se caractériser par de la fièvre dans sa forme typique, une confusion, des convulsions et un état de mal épileptique avec quand même 27% des malades qui sont concernés par ça et qui vont aller, quand on n'a pas diagnostiqué la maladie avant, en réanimation. Et puis, des atteintes cardiaques avec ces dépôts de mucine qui vont se déposer dans le cœur et qui vont donner une cardiopathie de surcharge. Et quand on biopsie, par exemple pour éliminer une amylose, on trouve de la mucine, on ne trouve pas de dépôt amylose. Donc ça, c'est les deux atteintes graves de la maladie. Et dans une série qu'on avait publiée avec l'équipe d'immuno-hémato de Saint-Louis il y a 4 ans, on a montré que finalement, en reprenant tout ça, ces malades-là répondent très bien aux immunoglobulines intraveineuses. Comme dans beaucoup de maladies dites immunitaires, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne, mais en tout cas, ces malades sont très, très améliorés par ça. On fait ça depuis 20 ans et ça a probablement permis de sauver des vies. Et ces patients sont rapidement améliorés pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils passent d'un état de syndrome sclérodermiforme, des papules, en 3 cures mensuelles, 3 cures successives, à 3 mois, à une désinfiltration de la peau et vraiment une amélioration rapide. Mais en fait, la plupart des malades vont être en réponse partielle. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut traiter le clone ? On sait, grâce à ce travail, que dans des formes graves, ça a été fait et ça a permis de mettre en rémission durablement les patients. Et donc, c'est des stratégies qui sont de plus en plus proposées et qui sont de plus en plus proposées quand les patients sont en réponse partielle sur la peau. Pourquoi on leur propose ça ? C'est aussi parce qu'on n'est pas du tout certain que les immunoglobulines intraveineuses qui améliorent les malades vont empêcher la survenue de ces épisodes neurologiques centraux. Et donc ça, maintenant, c'est un travail très récent qui vient d'être publié par Florian Tev, qui travaille dans le service d'immuno-hémato de Saint-Louis, qui a montré que quand on traite le clone, que les patients sont sous immunoglobulines mensuelles ou tous les 2 mois, quand on arrive à éradiquer le clone, quand on arrive à avoir une immunofixation négative, on arrive à arrêter les immunoglobulines. Bien sûr, quand les patients sont en rémission clinique, mais en fait, son travail montre que quand on est en rémission clinique, on a le plus souvent une immunofixation négative. Et quand on a une immunofixation négative, on peut arrêter les immunoglobulines intraveineuses. Donc c'est, je pense, en tout cas dans cette maladie qui peut engager le pronostic vital, une stratégie tout à fait licite à proposer. Et on sait que maintenant, les traitements ciblant le clone sont de moins en moins toxiques qu'avant. Je vais vous parler d'une autre maladie qui peut ressembler au scléromyxodème, du moins dans l'appellation. C'est le sclérodème de Buschke, donc Abraham Buschke en haut à gauche, qui a décrit cette maladie au début du XXe siècle et qui se traduit également par un syndrome sclérodermiforme. Et quand on biopsie la peau de ces malades, il y a de la fibrose. Il n'y a pas de prolifération fibroblastique, mais il peut y avoir des dépôts de mucine. Donc ça, c'est aussi une mucinose. Et on sait que ces patients-là, leur syndrome sclérodermiforme va être beaucoup plus proximal et pas distal comme on l'a vu plus tôt dans le scléromyxodème. Et cette maladie, elle a été décrite comme pouvant être post-infectieuse
mais elle peut être aussi associée à du diabète et également à des gammapathies monoclonales, et on sait que c'est à peu près 25% des patients. Pendant très longtemps, on a dit c'est une maladie purement cutanée, bon, c'est pas très grave, les malades ne vont pas mourir, ils n'ont pas d'atteinte systémique, et puis de toute façon, ça arrangeait bien les docteurs parce que rien ne marchait. Quelques publications d'efficacité des UV, bon, et puis quelques cas d'efficacité du méthotrexate, comme on fait dans d'autres maladies fibrosantes. Et en fait, il y a une interne qui s'appelle Margot Hulin qui a fait son travail de thèse là-dessus, qui a repris les formes associées aux gammapathies monoclonales. Donc là, c'est un exemple de Buschke, vous voyez, une peau inflammatoire, œdème scléreux en pèlerine. Et elle a montré qu'il y avait des atteintes cutanées, comme dans le extracutanées, comme dans le scléromyxodème, atteintes cardiaques, cardiomyopathie hypertrophique, biopsie, mucine, et éventuellement de la pnéumopathie interstitielle. Et elle a repris tous les malades de la littérature, 57, pas beaucoup, enfin 57 moins les 16 qu'elle a rapportés, et elle montre qu'il y a une prévalence importante de ces atteintes cardiaques et que surtout il arrive parfois que les malades décèdent et que finalement les patients ont plutôt des gammapathies monoclonales isolées, parfois un peu de lymphome. Donc je pense que c'est un travail important, et c'est d'autant plus un travail important que la plupart des malades de cette série avaient été traités par des stratégies immunosuppressives antifibrosantes et que ces patients n'avaient pas répondu. Et en fait, dans son travail et à la lumière des cas publiés dans la littérature, ce qui semble fonctionner dans ces formes-là, c'est point par point ce qui a été décrit dans le scléromyxodème, c'est-à-dire que très probablement, quand on décide de cibler ce clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire, on arrive à améliorer les malades. Donc ça, c'est à mon sens un message important. Et il y a une corrélation, comme dans le scléromyxodème, entre la réponse hématologique et la réponse cutanée. J'en aurai bientôt terminé. Il y a une autre maladie qu'on ne comprend absolument pas, qui est une maladie du tissu élastique qui s'appelle le cutis laxaaki. Et ça peut être associé à des gammapathies monoclonales ou une maladie des chaînes lourdes. Et ces malades-là, vous voyez, vont avoir cette peau qui va tomber. Il y a une destruction des fibres élastiques. Et ce n'est pas une maladie anodine, ce n'est pas une maladie purement esthétique, sur laquelle d'ailleurs on est totalement... on est mauvais, quoi. On n'arrive pas à améliorer les malades. Et surtout, il y a 50% des patients qui peuvent faire de l'emphysème. Et donc, ça peut engager le pronostic vital. Le problème de ça, c'est qu'on ne sait pas comment traiter ces malades. Donc, voilà. Mais vous le rencontrerez peut-être, c'est en tout cas décrit dans la littérature. Autre exemple de cutis laxa, dans une forme qui ne touchait pas le pouls. Et enfin, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce n'était pas tellement le sujet aujourd'hui, mais vous avez un certain nombre de dermatoses, et notamment les dermatoses neutrophiliques, qui peuvent être associées à des gammapathies monoclonales, et notamment des gammapathies monoclonales IgA, probablement parce que l'IgA interagit avec le neutrophile. Et donc notamment le pyoderma gangrenosum, vous le savez les internistes, pyoderma gangrenosum, il faut évoquer la MICI, il faut évoquer éventuellement d'autres maladies inflammatoires, le Takayasu, des vascularites, mais dans les causes de pyoderma gangrenosum, il y a la gammapathie monoclonale IgA. Vous avez aussi une maladie encore plus exceptionnelle qui est l'érythéma elevatum duodenum en haut à gauche, et puis des pustuloses. On a qualifié de pustulose sous-cornée de Sneddon-Wilkinson. Donc, dermatose neutrophilique, c'est vrai aussi avec le SWIT, j'en ai pas parlé, mais toujours avoir un peu en tête la case gammapathie monoclonale. Et donc, j'en aurai bientôt terminé. Évidemment, tout ce que je vous ai dit, et l'intensité du traitement, je l'ai déjà dit, elle est à pondérer en fonction de la gravité du tableau clinique. Ça, c'est schématique parce que cutis laxa, ça peut être pas grave comme ça peut être très grave. Mais grosso modo, j'ai essayé de faire une graduation de l'intensité du traitement en fonction de la maladie. Évidemment, quand on a un angioëdème, vous pouvez terminer en réanimation ou décéder. Donc oui, traiter le clone, ça me paraît licite. L'amylose à elle, ça ne se discute pas. Je vais terminer par ça, les cas de piège à éviter, parce que vous le savez, la prévalence des gammapathies monoclonales est fréquente et qu'il y a tout un tas de maladies dermatologiques qui sont très fréquentes. L'exemple type, c'est j'ai une urticaire banale et j'ai une gammapathie monoclonale. Ça n'en fait pas forcément un Schnitzer. Et donc les pièges à éviter, c'est porter un diagnostic trop hâtif de MGCS, de gammapathie monoclonale de signification cutanée. Donc voir un peu la fréquence de la maladie, voir son association dans la littérature aux gammapathies. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une maladie réfractaire ou non? Il y a des vascularites à IgA qui sont associées à des pics IgA. Est-ce que je vais la traiter directement comme une vascularite à IgA où je vais d'emblée traiter une clone? Probablement, il va d'abord falloir passer par le traitement classique.
L'activité biologique, est-ce qu'il y a une consommation du complément qui va vous donner un argument, par exemple, pour un xanthome ou un xanthogranulome? Et la réponse au traitement, bah, évidemment. Oubliez le retentissement extracutané. Alors là, je ne vous ferai pas l'affront pour les internistes de vous dire ça, mais là, je parle surtout aux dermatologues. Il ne faut pas oublier que quand vous avez une gammapathie monoclonale, il peut y avoir un myélome sous-jacent. Il ne faut pas oublier de le rechercher. Mesurer la balance risque-bénéfice, c'est essentiel. En dermatologie, on est vraiment au premier plan là-dessus et il ne faut pas surtraiter les malades. Encore une fois, quand on a un xanthome plan qui ne dérange pas le malade, on va le laisser tranquille, on va le surveiller, on va l'adresser à l'hématologue. On ne va pas se lancer dans des traitements délirants. Et se tromper de cible, ça a été bien montré par Stéphanie Harel dans son papier sur les cryotypes 1, mais il faut toujours typer au mieux l'hémopathie pour proposer le traitement le plus adéquat. Ça, c'est pareil, je ne ferai pas l'affront de dire ça aux hématologues. Un peu de pub pour Saint-Louis, j'en aurais fini. Il y a une consultation mensuelle avec les hématologues de l'équipe du professeur Arnulf tous les mois sur les gammapathies monoclonales associées à des manifestations cutanées, soit des diagnostics avérés, soit des besoins de conseils sur la thérapeutique, soit parfois une question, est-ce que les manifestations cutanées peuvent être liées à la présence d'une gammapathie monoclonale? Donc j'ai mis mon mail et si vous voulez nous adresser des patients, ça sera avec plaisir de les voir. Et très récemment, on a mis en place une RCP nationale portant sur ces problématiques-là, qui dans le cadre du centre de référence de l'amylose à elle. Et cette RCP a lieu tous les mois. Vous avez le mail générique, vous pouvez envoyer des mails, présenter les malades, et on se fera un plaisir de vous aider dans la prise en charge de ces patients.